Jeff Filion. Radio X. On est là, toute la gang. On a un jaseux qui s'installe avec nous autres, Claude Lavoie, celui qu'on aime appeler Ticasse. Et des gens beaucoup de gens à Québec connaissent Claude. Les gens qui sont dans l'armée, qui étaient dans l'armée, tout le monde connaît Claude, ou à peu près, parce qu'on l'a entendu dans les médias, over and over. C'est un jaseux qu'on aime, un gars extraordinaire. Claude, t'es salué, mon ami. Comment tu vas? Je te dirais que ça a déjà été mieux. Jerry est assis en face de moi, puis je pense que je suis charné jusqu'en bas des genoux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas mal. Avec toute l'histoire qui arrive en Afghanistan. D'abord, commençons par le début. Tu as été combien de fois en mission dans ce coin-là? Je suis allé dans un premier temps à Kaboul en 2004 pour faire une petite incursion de 10 jours avec le général Gaston Côté dans un mandat de, comment je te dirais ça, de support aux troupes. Et puis ensuite, je suis parti sur la première équipe avec le colonel Lantier du Temps, qui est rendu maintenant, qui était numéro 2 de l'armée, qui est retiré maintenant. Et d'ailleurs, à notre retour, t'en souviens, on avait été dîner au restaurant, puis même je pense que le général Lantier t'avait donné un certificat de support aux troupes. Donc, un très beau moment d'ailleurs. Et puis ensuite, j'ai été 10 mois aux opérations de la base, puis j'ai redonné mon nom pour remonter parce que je croyais à la mission. Et puis, je m'étais fait très ami avec le sergent-major Gauss pendant tout ce temps-là, c'est-à-dire au total 14 mois. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la situation me touche. Puis, de très près, je vais te conter ce qui se passe. On va faire un petit peu d'historique, si ça te tente, Jeff, pour mettre dans le bain les auditeurs. Mais juste un mot comme ça, là. Quand je t'ai vu rentrer tantôt, j'ai dit, wow, ce gars-là est shaky, là. Non, pour vrai, là. On le voit dans tes yeux. Pour vrai, là. On voit qu'il y a quelque chose, il y a un déclic qui s'est fait en toi, quelque chose, là. Il y a quelque chose vraiment là, d'un désastre. Là. Je sais pas, il y a quelque chose en toi qui est d'un gars shaky. Oui. Donc, on s'apporte après, durant l'évasion des Russes qui sont rentrés en Afghanistan, ils ont repoussé beaucoup d'Afghans vers la frontière pakistanaise. Et puis la CIA et les services secrets pakistanais ont vu une chance en or de donner une volée aux Russes. Si tu te souviens, dans le 3e film de Rambo, les fameux hélicoptères Hind qui volaient à basse altitude et qui tiraient un peu partout dans les montagnes. Oui. Bon. On a parlé cette semaine, je pense, Jerry. Oui, oui on a parlé. Regarde. Oui. Donc, ce qui est arrivé, c'est que pour pallier à ça, la CIA a donné les missiles Stinger solaires. Donc, en partant de ça, les hélicoptères ont été obligés d'élever, c'était mieux l'altitude, puis à cause des montagnes, mais ils voyaient plus clair. Ils voyaient plus les Afghans où ce qui était, donc les mouvements de troupes, ils les voyaient plus parce qu'ils étaient trop hauts. Dans ce temps-là, les drones, étaient pas ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Donc, ils ont créé un mouvement, c'était mieux, donc les talibs, les étudiants extrémistes talibans, et ils ont repoussé lentement mais sûrement les Russes, et avec à la tête le commander, comment je te dirais, c'est le commander spirituel, le fameux Mollah Omar, dont nous avons pas beaucoup de photos, et qui était borgne. Et la légende voudrait qu'il ait reçu un éclat de AK-47, une ogive, c'était mieux de AK-47. Et il aurait arraché son œil, il l'aurait tiré aux Russes. Donc ça, c'est la légende du Mollah Omar. Parallèlement à ceci, son pire ennemi, c'était le général Massoud, le lion du Panchawir, qui lui, avec sa gang, l'Alliance du Nord, ont réussi à repousser temporairement les talibans, parce que les autres étaient vraiment extrémistes, ils voulaient ramener la Shira à la base. Donc, ils sont allés chercher Massoud, et puis ils ont réussi à calmer le jeu un peu, et l'Alliance du Nord s'est installée tranquillement avec des garnisons, avec un semblant de forces armées, c'était mieux. Et là, ça a commencé à être plus un peu le party, c'était mieux, là, puis ça a délaissé un peu. Donc, tranquillement, les burqas se sont enlevés, les femmes se promenaient un petit peu plus, à 2 femmes par 2 femmes au lieu de pas 2 femmes en même temps. Si tu sors pas, si c'est pas ton mari, si c'est pas ton père ou ton frère. Les femmes, ils pouvaient commencer à aller à l'école, voir un semblant d'éducation.
Et puis, malheureusement, est arrivé, des hauts gradés dans une garnison ont violé littéralement 2 petites filles. Et les talibans se sont retournés voir le Mollah Omar. Et écoute, ils étaient 60 combattants avec 36 AK-47, donc 2 par machine. Et ils ont réussi à renverser une partie de la garnison qui était à Kaboul. Et à partir de ce moment-là, le Mollah Omar a repris le contrôle du pays jusqu'en 2001. Et les événements, premièrement, Massoud est décédé le 9 septembre, 2 jours avant les tours. Et je crois que sans se parler au téléphone cellulaire, c'était le go. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous saurez que M. Massoud est décédé, et c'est à ce moment-là qu'il a envoyé une équipe de caméramans. Ça faisait 1 mois qu'ils faisaient le pied de grue devant les bureaux de Massoud. Et puis finalement, Massoud a décidé de leur donner une entrevue. Donc, Massoud, son bodyguard, le caméraman et l'intervieweur, finalement. Et dès les premiers moments de l'entrevue, le caméraman a pesé sur le trigger et la caméra a explosé, tuant Massoud et son bodyguard. Et là, on est à 2 jours du 11 septembre. Exactement, en 2001. À New York et au Pentagone. Oui, à ce moment-là, on était Massoud était pressenti pour être à la place d'Hamid Karzai. Parce que Massoud était déjà l'homme de la situation. Il savait, c'était un fin stratège militaire. OK, mais il était-tu dans... Lui, il était appuyé par les talibans, là. Non. Lui, il était appuyé par l'Alliance du Nord, c'est-à-dire les modérés. OK. Donc, c'est pour ça que lui était fort, là, parce que les avions... Il a été tué par... Il a été tué par une équipe de caméramans, je pense. Oui, mais je sais, mais eux, ils travaillaient pour qui? Al-Qaïda. OK. Et je pense que Jerry est en train de checker Massoud. Je vais te donner la nationalité de l'équipe. Et à ce moment-là, on a eu les événements du 11 septembre, bien sûr. Et ça envoyait un signal. Oui, c'était ceux qui étaient, parce qu'on sait, là, c'était des gens ici en Floride qui prenaient des cours d'avion, là, ils étaient rendus au moins à savoir comment lever l'avion, ils ne savaient pas comment l'atterrir, ils n'en avaient pas besoin. Et ça envoyait le message que c'était le temps de faire les choses qu'ils devaient faire. C'est ça. C'était le go. C'était on venait d'allumer la mèche en tuant Massoud. Wow. Donc, et à partir de là, on s'en rappelle. Oui, la coalition est rentrée. Oui. On a repoussé les talibans dans le plus profond des montagnes. On se souvient de Tora Bora où un certain Oussama Ben Laden a passé beaucoup de temps avant de se ramasser à côté d'une école militaire au Pakistan. Drôle de situation. Et puis, à ce moment-là, on savait que les talibans, c'est ce que je parlais avec Jerry, c'est un peuple qui est très patient. Et puis, moi, je me souviens, quand on arrivait, 2-3 jours après qu'on s'est arrivé en position, qu'on ait fini le changement de garde en place, là, ils nous testaient. Bon, on faisait mettre une bombe sur le bord de la route, ils nous embuscadent, ils nous tiraient dessus. Ils voulaient savoir si on réagissait de la même manière que l'autre gang d'avant. Oui. Fait que là, ils voyaient notre entraînement qui évoluait. Donc, ils s'adaptaient. Tu sais, avant, on avait les RG-31. Ils mettaient juste une plate, là, que j'appelle des mines anti-char. Et après ça, quand ils ont vu qu'on commençait à être bon à les déminer, ils en ont attaché 2. Fait que quand tu enlevais la première plate, qui était normalement la plate, tragiquement, là, c'est elle qui nous faisait sauter, en l'enlevant, elle était déjà amorcée, puis elle amorçait l'autre en tour, et c'est là que ça sautait. Okay. Donc, il avait déjà commencé à contrer certaines de nos drills, que ce soit du déminage ou dans les champs de pavots. Et surtout, c'est les villageois qui nous stressaient le plus. Parce que vu qu'on allait faire des patrouilles en ville, la patrouille du matin, la patrouille du soir, quand on avait un chemin, une trail, c'était mieux, là, parce que c'est des wallis, c'est des murs, c'est des petites trails, c'est des maisons en bout. Puis à toutes les fois, quand il y a un mur qui s'effondre, ils attendent la prochaine pluie, puis après ça, ils remboutissent la maison de même, là. Ouais. Et nous, ce qu'on faisait, on faisait nos drills de patrouille, c'était mieux. Donc, et là, tu passais à côté d'un champ, puis ils sont là, les agriculteurs, puis ils t'envoient la main. Donc là, ils t'envoient la main le jour, tu prends toujours la même trail, ça fait une semaine. Fait que
ils nous rassurent, ils nous sécurisent de dire, bon, ben nous autres, dans notre village, c'est safe. Puis quand on est bien habitué puis qu'on prend tout le temps la même trail, là, c'est à ce moment-là qu'ils posent Est-ce que vous pouviez les croire ou... En Afghanistan, tu ne crois pas personne. Ouais. Personne. Si tu regardes les coups d'État qu'il y a eu dans le passé, c'est le cousin d'une autre famille. Regarde, c'est des tribus, hein. Faut pas que c'est des clans familiales, des clans opposés. Puis là-bas, ben écoute, la loi du musulman est très simple. Si tu tues mon frère, je vais aller tuer ton frère et ton père. Et là, il y a une escalade. Et c'est comme ça qu'il marche. Ouais. Donc, c'est désolant. Donc, nous, la première mission, premièrement, c'était de stabiliser un peu, de faire sortir les gens de chez eux, de les rassurer, de sécuriser les villages, village après village, mais on n'était pas assez. Donc, quand on a fini de prendre un village sous notre tutelle, aussitôt qu'on bougeait vers l'autre village, là, tu avais les talibans qui nous suivaient, puis ils remettaient en marde dans le village qu'on venait de clairer, puis c'est le même que ça marchait. Donc, inévitablement, le Canada, ben nous, on était appelés à travailler avec des Afghans. Et oui, parce que là, on est sur plusieurs fronts après le 11 septembre. Faut pas oublier. Oui. Les Américains sont en Irak. Ils sont aussi avec vous en Afghanistan avec une coalition. Pendant ce temps-là, on était à la chasse à Ben Laden qui, lui, se promène. Bon, on s'entend que nous, sur une map, on voit les frontières entre le Pakistan et l'Afghanistan. Sauf que eux autres, il n'y a pas de frontière là. Il n'y a pas de douanier, il n'y a personne. Non. Ils sont dans des grottes, ils vivent, ils réussissent à se cacher. Donc, il y a 3 chasses. On essaie de nettoyer l'Afghanistan, on est en la chasse à Ben Laden, puis en même temps, on a réussi à sortir Saddam Hussein, puis on essaie de mettre de notre bord les gens qui étaient près du régime pendant longtemps, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. L'Afghanistan, on a le feeling que ça a été très, très long, que le plan était pas très clair, que on aurait dû rentrer, faire nos choses le plus rapidement possible et avoir une sortie. Tout ce qui traîne se salit. Le président américain a dit il a dit ça hier soir à ABC. Il a dit peu importe comment je l'aurais fait, ça aurait été un chaos. Il n'y avait pas de moyen autre que de sortir de manière chaotique. Est-ce que tu penses qu'on aurait pu avoir soit pendant ou à la fin, là, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce qu'il a raison en disant qu'il n'y avait pas de moyen de sortir de là sans voir ce qu'on vient de voir là? Je vais te répondre honnêtement, parce qu'à cette heure, je suis rendu civil. Oui. Donc, je peux me permettre de ratisser large, contrairement à avant, quand on se parlait, puis j'avais les 2 mains attachées. Toi-même, te souviens-tu quand je suis parti pour ma 2e mission, puis Jerry était là dans ce temps-là, t'essayais de me convaincre que Claude, on se renvoie nulle part. Oui. Puis moi, j'essayais de te convaincre, dis non, Jeff. Tu sais, on s'astinait un peu là-dessus, puis dans le fond, t'avais raison. Aujourd'hui, là, je te dis que t'avais raison. Tu le savais, mais tu peux pas me le dire. Non. Tu sais, écoute, ce qui arrive, là, c'est que quand on est rentré, il y a un petit peu de gêne. Tu sais, quand on entend le fameux terme, les dommages collatéraux. Ça nous fait mal aux soldats entendre les dommages collatéraux. Tu sais, nous autres, on venait pour demander on rapportait un contact, puis on demandait la permission écoute, on peut-tu engager? Oui, mais y a-tu une arme? Ben, c'est parce que là, il en avait une, il y a 2 secondes, mais il vient de la pitcher à peu près à 20 pieds. Hop, là, son petit gars vient d'arriver avec sa femme, puis bon ben, les gars, il n'y a pas de contact, puis il n'y aura pas d'ordre de tir, il n'y aura rien. On voyait, écoute, quand on était au poste de commandement le soir, quand je n'étais pas en patrouille, on était assis en train de prendre un chip et une liqueur, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, là, le drone, on le voyait, là, sur le gros écran, là, on voyait le drone qui nous filmait 4 individus, 2 sur une moto, 2 dans un auto, qui avaient une pelle. Ça, c'était leurs armes. Pourquoi? Parce qu'ils creusaient. Ils allaient mettre un chaudron dedans, une bombe sale, OK?
pour faire tirer 2-3 jours après. Puis les avocats sont à côté de nous autres. L'officier du renseignement est à côté aussi. Puis t'as le commandant qui est là. Puis t'as nous autres demain matin qu'on s'en va dans ce coin-là. Là. Puis là, on demande. Il dit, go. Ouais, il y a un missile à partir du... Non, on peut pas. On voit mal. On voit pas les armes directement. On ne sait pas ce qu'il y a dans le chaudron. Ben demain, mais qu'il me manque 2 gars dans ma patrouille, tu vas le savoir. Tu vas savoir ce qu'il y avait dans le chaudron parce qu'il va être dans le body de mon chum. Là. Oui. T'sais? Ça va être très frustrant. Écoute, c'est frustrant au plus haut point. Ça me faisait penser à Bosnie. Tu sais, quand on était allé en Bosnie, qu'on se faisait tirer dessus, ça tirait dans les villages, puis on peut pas rien faire. Donc, ça montre un peu tu sais comment on est. Les gens qui disent, ouais, les Américains ont perdu. Voyons, les Américains, si ils étaient rendus avec 2500 personnes seulement. Si les Américains voulaient faire de l'Afghanistan un parking, c'est fait en 1 heure. Sauf que, on le voit, c'est plus ça, là. C'est les images, c'est ce que la communauté internationale va penser, etc. Donc, avant qu'il arrive quelque chose, vous êtes menotté complètement dans vos interventions au point où vous êtes quasiment là juste en défense. Ben, je vais te conter une anecdote. Tu te souviens du général Hillier qui était rentré, il était le chef de la défense à ce moment-là. Et le général Hillier, c'est un blindé. Et il avait fait monter les 21 chars d'assaut qu'on avait au Canada là-bas. Écoute, 42 tonnes qui arrivent, là, un par un, dans une grosse Antonov, là, c'est impressionnant à voir. Et ils ont tout mis ça dans un parking. Et le fil politique a dit, non, on ne sort pas les tanks. Et je crois que Hillier, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à perdre sa job. Il a donné, c'est moi le boss, il a donné l'ordre de faire parader dans le centre-ville de la Kandahar 21 tanks de 42 tonnes. T'as rendu compte que t'entends ta petite bâtisse en boîte, là? Oui. Ça shake. Ça shake. OK? Puis après ça, ils ont été déployés dans les FOB. Donc, il a challengé un peu la chaîne politique. On sait ce qui est arrivé après. Mais c'est ça qu'il aurait fallu que les Américains fassent. Et quand ils sont partis de l'Irak, tu sais, avant le pétrole, la plus grosse entrée d'argent, c'est l'armement. Et les Américains ont beaucoup, beaucoup d'argent dans les compagnies d'armement. Et là, je te parle pas des Américains, le simple civil. Moi, je te parle là des gens comme Dick Cheney. Dick Cheney, c'est toute sa famille. C'est ça. C'est dans l'armement jusqu'au cou. Oui, monsieur. Et on a eu l'impression. Puis moi, c'est drôle, je vais te donner mon impression personnelle. Barack Obama venait d'arriver. On avait quelqu'un de couleur à la Maison-Blanche. Il promet de vider l'Irak. Je me suis fermé les yeux, puis sais-tu dans quel temps je me revoyais? Je me revoyais dans le temps de Kennedy, quand il a voulu fermer, quand il a pas voulu rentrer à Cuba, puis il a voulu arrêter le Vietnam. Laver les cochons. Oui. Et là, je me suis dit, wow, pauvre Barack, il veut ramener les gars de l'Irak au pays. Kennedy voulait ramener les gars du Vietnam, chose que Lyndon Johnson, la première chose qu'il a faite après avoir reçu le mandat présidentiel, il a étiré le mandat au Vietnam, puis il a renforcé les troupes au Vietnam. Donc, on s'est tous dit, wow, est-ce que Barack Obama va être le prochain JFK? Oui. La première affaire qu'on a vue, quand je suis parti en 2009, à Kandahar, au camp, on était 100 000 militaires. 100 000 militaires. À 3 repas par jour, le beau-frère de M. Bush était le propriétaire de Québec Air à ce moment-là, qui nourrissait tous ces beaux 100 000-là. Drôle d'adon. Oui. Et là, tu as des Français, tu as des Britanniques, tu as une coalition. toute là, la coalition est là. Oui. Et qui travaille pour ce beau Québec Air? C'est des anciens Bosniaques. Tu sais, du cheap labor qui sont là. Fait que là, on se demande, OK, à qui ça profite, la guerre? Puis pourquoi que ça prend tant de temps? Puis tu sais, puis les Afghans, là, ils en ont du temps. Ils n'ont rien que ça à faire, eux autres. Ils n'ont pas de monde, puis ils font l'air, ils sont debout, puis quand le soleil se couche, ben ils se couchent. Fait qu'ils ont rien que ça à faire. Fait qu'en plus de nous étudier, de voir nos manœuvres, ben là, ils savent quand est-ce que ça va arriver.
puis les caches d'armes, puis, tu sais, ils font les petits écureuils, là. Ils ramassent, puis ils ramassent, puis ils ramassent. Les Canadiens s'en vont, les Français sont partis aussi, les Hollandais sont partis, tout le monde est parti. Donc, il reste les Américains qui laissent une petite force sur place, surtout pour protéger les ambassades. Je me demande encore pourquoi le Canada a suivi son grand frère en allant établir une ambassade dans un pays instable comme l'Afghanistan. Ça, c'est des pertes d'argent. C'est des symboles qu'on va envoyer pendant qu'on est en mission de même pour essayer un message qu'on envoie à la communauté locale qu'on croit à ce qu'on est en train de faire. Puis en faisant ça, c'est le symbole qui envoie. Mais écoute, on le voit là que il risque d'y avoir des gens qui ne sortiront pas de là. Non. C'est pas des gens des États-Unis, des gens du Canada. Il y aura certainement des aides locaux qui vont en payer de leur prix d'avoir aidé l'ennemi. Attends, je m'en viens là. Mon historique s'achève. Parce que là, les talibans ont commencé à fermer les frontières, ont consolidé le pouvoir, ils ont ramassé le district de Herat, et puis l'Ashtagar, et puis là, l'Étau se resserre. Et puis là, Kandahar tombe. Et on pensait avoir le temps de se revirer de bord avant qu'ils attaquent Kaboul. Finalement, ça s'est fait. On est à Kandahar, on est quand à peu près? Là? On est la semaine dernière, début de semaine. OK. Aussitôt que ça, là. Oui. Puis ça a tombé. Le lendemain, Kaboul est tombé. Oui, mais tombé, il n'y a pas eu une balle de lancer. C'est organisé, ça, là. Je veux dire, ils se sont entendus. Les talibans semblent... Tu sais, la gang qu'on voit à TV en train de s'entraîner, on s'entend que c'est une gang de nonos, mais il doit y avoir une couple de pas pire là-dedans. D'après moi, ils se sont entendus avec leurs frères, avec qui ils ont à parler de l'armée qui avait été bâtie par vous et par les Américains. Et ils n'ont pas eu besoin de tirer une balle. Non. Il y a eu beaucoup de redditions, hein. Puis là, je me mets à la place des policiers afghans. Ils sont 3 sur un checkpoint, là. OK, 3. Puis t'en vois arriver 15. Oui. Puis là, ils connaissent ta femme, ils connaissent tes enfants, ils connaissent tes frères, ils connaissent tout. Ils connaissent tout. On s'entend? Oui. Tu passes de l'autre côté automatiquement. Ben, écoute. Mais c'est ça ou la mort? Ben, on voit ça en politique ici au Québec. C'est ça ou la mort, là, dans ce cas-là. On envoie des transfuges politiques. Puis c'est pas pour la vie puis la mort, c'est juste pour avoir un siège puis une pension. Je comprends, mais dans leur situation, eux autres là-bas en Afghanistan, lui, c'est fini. Ben, la négociation est très simple. Oui. On arrive, on vous nettoie à grandeur, puis mais qu'on vous ait tué, on rentre dans vos maisons, puis on tue tes enfants puis ta femme. C'est ça le scénario. C'est pas une négo qui dure longtemps, là. Non, ton choix c'est pas l'œuf ou la poule, là. Non. C'est tu lui donnes ton arme puis t'enlèves tes patchs de police. Alors, c'est pour ça que ça a été aussi vite, dans le sens que ceux qui ont été entraînés, les policiers, les ci, les ça, à un moment donné, même peut-être la population, peut-être le monde qui dirigeait ou du monde, eux autres, ils ne sont pas posés de questions. Ils ont abdiqué après 5 ans. Ils ont abdiqué tout de suite. Là. Ils ont dit, OK, on va mourir. Prenez ce que vous voulez. Bon. Puis ça a été tellement vite, quand ils se sont installés à Herat, puis après ça, laisser une gang qui descend tranquillement là, vers le sud, déjà, dans les 2 journées d'après, les écoles pour les filles ont fermé. La burqa obligatoire. Les femmes ne se promènent plus toutes seules. Écoute, tu as 7000 femmes. Pour ceux là, qui écoutent Radio-Canada, là, puis TVA, là, je m'excuse, là, vous êtes off-track, là, sautez sur vos ordinateurs, puis allez voir Fox, puis CNN, puis regardez ce qui se passe en entour de vous autres. Là. La Ligue, il y a une madame, une belle madame, je pense qu'elle est juge à part de ça. Elle, là, elle a confirmé que 2 jours après que les talibans aient rentré à Kandahar et à Kaboul, il y a 7000 femmes qui ont perdu le job. Oui. Parce qu'oublie pas, là. J'ai vu un journaliste tout à l'heure ce matin, là, parce qu'on est plus tard là-bas. Là. Ouais, la madame avec est habitée en noir, là. Dans la rue, là, oui, c'est ça. Là. Es-tu bonne, elle? Ben, regarde. Elle a du goût, ça, tabarnak. Oui. Hey, on va faire une pause, OK, Claude? Parce oui, que je me sens mal d'interrompre ça, mais il faut vraiment qu'on s'arrête. On poursuit avec Claude après la pause. On va finir le show avec Claude. Garde, tu restes avec nous autres. Oui. On avait prévu un bloc, mais tu restes avec nous pour finir le show. Donc, Claude Lavoie est avec nous sur Radio X. Jeff. Filion. Radio X. OK, de retour sur Radio X en ce jeudi. On a lancé la fin de semaine. On est en train de parler de ce qui se passe en Afghanistan. On a fait un peu le tour au niveau historique de ce qui est arrivé depuis
2001, parce que ça va faire 20 ans cette année, les attaques envers New York, Washington et l'avion qui est tombé en Pennsylvanie. Donc, 20 ans déjà. Et tout ce que ça a amené par l'après. Donc, là, on a 20 ans plus tard, une autre tragédie qui est en train de se passer devant nos yeux. Est-ce que Claude Lavoie qui est avec nous, est-ce que Claude, ce que nous voyons à la télévision, ce que nous entendons, on a vu des images terribles, on a vu les gens tomber en bas de l'avion, on a vu les gens se précipiter sur les avions à l'aéroport où ils ont perdu le contrôle complètement, on a vu ceux qui ont réussi à se faire une place lorsque l'avion démarrait et que finalement on a laissé ces 600 personnes-là à l'intérieur et qui sont quelque part sur la terre puis qui vont probablement finir quelque part comme aux États-Unis avec le statut de réfugiés politiques. Est-ce que nous voyons, puis est-ce que on s'attend à voir dans les prochaines semaines, est-ce qu'on s'en va vers quelque chose de catastrophique pour les gens qui restent là-bas, donc les Américains qui sont là, s'il y a encore des Canadiens de d'autres pays également, les gens qui travaillent soit pour l'armée ou encore les organisations qui sont là pour donner un coup de main. Ce que nous voyons, est-ce que c'est pire que qu'est-ce qu'on nous montre à la télévision? Parce qu'on a comme l'impression que c'est une pause, puis les talibans sont gentils, puis à part d'avoir enlevé quelques droits aux femmes, ils ont l'air ben smart. Mais moi, j'ai de la misère à croire que c'est comme ça que ça se passe, là. Écoute, je te ramène à Kandahar la semaine passée. Mon collègue, le sergent-major Gauss, est obligé de quitter sa maison de Kandahar avec ses 5 enfants et se sauver, littéralement, comme un bandit, pour s'en venir à Kaboul. OK. Et il est afghan, lui. Lui, il est afghan. Il a travaillé, depuis 2006 qu'il travaille avec les Canadiens, dont moi, 14 mois avec moi, puis d'autres de mes collègues. Oui, tu nous as parlé de lui. Quand on parlait ensemble, tu nous as parlé beaucoup. C'est quelqu'un que tu apprécies et qui a été très bon pour nous. Oui, puis j'avais toujours gardé contact avec, là. Lui, il m'écrivait en anglais, j'écrivais en anglais, mais son fils, il a grandi, lui aussi. Puis oui. Il est rendu professeur d'anglais. OK. Donc, 3 heures du matin, je reçois, j'ai tout gardé les choses sur mon téléphone. Un appel d'aide. Puis, pour une fois, on se parlait sans interprète parce qu'il parle un très bon anglais. Puis, si tu penses que je suis charmé aujourd'hui, là, ben, tu aurais dû y voir la face. On aurait dit qu'il avait pris 20 ans. Puis, c'était littéralement un appel à l'aide. Sors-moi d'ici, Claude, s'il te plaît. Hey, écoute, Je t'en parle, là, putain, la chair de poule, j'en ai le moton dans la gorge. Là, tu dis, qu'est-ce que attends, je vais m'en revirer de bord. Puis là, les téléphones se font aller. Puis là, un de mes chums qui est ministre, puis au fédéral. Puis, écoutez, les gars, faut qu'on fasse de quoi? Faut pas qu'on amène... des gens qui nous ont aidés. Ben oui, il faut pas qu'on amène les 20 premiers qui vont rentrer dans l'avion, là, qui ont été mendiants à Kaboul pendant des années, puis qui nous observaient, là, puis qui donnaient des couifs aux talibans, là. C'est pas ça qu'on veut. On veut du monde qui nous ont donné un coup de main. Fait que, là, mon gars, ça fait une semaine que je dors pas parce qu'on s'appelle la nuit. Il se cache. Puis j'ai réussi à tout avoir, là, ses papiers, son passeport, sa carte d'identité militaire, le nom des enfants. Il est prêt, là. Puis à matin, il me dit qu'il était à peu près à 20 pieds de la gate de l'ambassade canadienne. Il avait tous ses papiers. Puis quand il est venu pour s'avancer vers la gate, écoute, il a eu tellement peur de se faire reconnaître par les talibans qui ont viré de bord. Là, j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone, son adresse Yahoo. J'ai écrit directement à l'ambassade. J'ai reçu un retour de courriel, là, peut-être 10 minutes après. Tout monté le dossier avec des lettres de recommandation que j'y avais faites, avec des lettres de mes amis. Puis là, avec le numéro de téléphone. Fait que là, dans les prochains 24 heures, à soir, je vais essayer de dormir un peu avant minuit parce que là, il va m'envoyer un FaceTime. Ce qu'on voit à TV, c'est rien. Est-ce que le ménage est commencé? Oui. Dans le public? Pas dans le public. Les talibans sont beaucoup plus fous que qu'est-ce qu'on nous montre actuellement aux nouvelles. Mec, l'émission, c'est fini. Tantôt, Jerry ne voulait pas avant que je monte une vidéo que j'ai reçue cette nuit. Moi, j'en ai des vidéos là sur mon téléphone. Puis je peux même pas rien sortir parce que j'ai peur que Facebook me coupe mon compte. Oui. Puis je vais perdre tout contact avec Gauss. Fait que j'ai mis une photo, puis mon chum Pat Raymond m'a appelé tout de suite, Pat, qui fait de la radio, on fait encore de la radio ensemble. Il dit, Claude, vite, supprime cette photo-là, tu vas te faire bloquer, puis tu vas perdre ton contact. Fait que c'est ce que j'ai fait.
Fait que j'ai passé à Radio-Canada vendredi passé, à Nouveau TV cette semaine. Puis là, nous, on s'était parlé dimanche soir, on s'était texté, t'étais avec ta fille. Parce que là, il faut que la population s'aille sensibiliser à ça. La TV, là, ce qu'on voit, c'est rien. Ils sont fins, les talibans, puis ils donnent des feuilles d'armistice, puis il y aura rien qui va être fait contre vous. Moi, dans mon téléphone, là, je peux dire un enfant que c'est tout le contraire. Puis on en parlait avec Jerry puis Mr. White. Là, mon gars, sont fins. Ils vont bien s'installer bien comme faut. Puis un coup qu'ils vont toutes les avoir identifiés, ils vont retourner les chercher. Il va y avoir des beaux palais de justice sur le coin de la rue, là, improvisés. Puis ça va être bang-bang. Comme j'ai su mon vidéo hier, un chef de police. Est-ce que le Canada est capable de sortir ces gens-là? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour sortir ces gens-là? Ou Premièrement, on n'a pas assez de monde. On n'a pas assez de monde sur le plancher. Est-ce que les pilotes canadiens sont aussi fantasques que les pilotes américains? Hey, écoute, là, quand tu as 200 personnes accrochées après ton avion puis tu décides de lever, là, il faut que quelque part, là, tu te dises, wow, attends un peu, là. J'en ai 600 en arrière de moi, puis j'en ai 200 d'accrochés après l'avion, là. Puis ça tombe, là. Tu sais? Fait que, écoute, moi, ce que je fais, là, je fais mon possible, Jeff. Puis écoute, les prochains 24 heures, pour moi, vont être cruciales. Pour lui aussi. Puis je vais rester in touch, comme on dit, avec Mr. White. Il faut qu'on sensibilise notre gouvernement, puis c'est direct dans un mauvais temps, là, les élections. Puis écoute, on parle même plus d'Haïti, là. La nouvelle, c'est l'Afghanistan. Oui, c'est ça. Oui, les Haïtiens sont dans le trouble, puis déjà, ils ont passé deuxième à cause de ça. Ah oui. Mais, en tout cas, regarde, on doit y aller, sauf que je suis pas sûr qu'on a le Commander-in-Chief en ce moment, même si on est en élection, même si on ne l'était pas. Je suis pas certain qu'il y a ce qu'il faut pour comprendre tout ce qui se passe. Puis celui aux États-Unis, il a l'air très, très, très magané, très poqué. Qui a besoin de faire des petits dodos dans la journée. Je veux dire, on est dans une drôle de situation, là. On a deux leaders extrêmement faibles, alors qu'on est au cœur de ce qui se passe là, et on est incapable de sortir. Moi, c'est les gens qu'on a aidés. Ces gens-là, on doit aller les chercher. Oui, les nôtres. Oui, les gens qui travaillent pour les organisations pour aider. Ben, les ONG, là. Oui, c'est ça. Mais tous les Afghans qui nous ont aidés, qui ont travaillé avec nous, qui ont travaillé avec les Américains, qui ont travaillé avec les Canadiens. Il faut trouver un moyen. Là, c'est comme si on a comme abandonné. C'est comme si on n'avait pas de plan, on n'a rien. Je trouve ça tellement triste. Je me dis, mais voyons, il me semble qu'on a tout ce qu'on a, tous comme équipés, riches comme on est, avec tous les moyens que nous avons. On peut pas s'en aller là, puis aller tasser quelques barbus pendant une couple de journées pour être certain de ramener le monde qu'on veut ramener. Je trouve ça. Et la réponse est peut-être non aussi, mais ça serait peut-être important de le savoir. Merci, Claude. Écoute, Claude, juste avant de partir, je peux te dire que la Banque internationale fédérale afghane a gelé les 9,5 milliards. C'est gelé, il n'y a plus rien. Les talibans ne peuvent rien toucher. Oui, parce que là, les talibans, les Afghans sortaient tout leur argent du système bancaire. Oui, là, tout est gelé, tout est contrôlé par les Américains. Donc, je te remercie, Jeff, de m'avoir donné du temps d'onde. Merci. Merci, Mr. White. Merci, mon chum Jerry. Les gagnants à la fin de ça, ce sera les Chinois qui vont avoir une entente avec les talibans pour aller chercher les matériaux rares, et c'est eux qui vont être les gagnants, puis ils sont pas là pour faire la paix non plus. Hey, merci Claude Lavoie. Là-dessus, on est parti. On vous souhaite un bon jeudi, un super de bon début de week-end. Merci à tout le monde. Merci aux auditeurs. Vous êtes salués. Demain, on se reparle à 11h30. Jeff Fillion. Réécoute les meilleurs moments sur fillion.radiox.com. Radio X.